Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous prie d'excuser si je grogne un peu pendant l'enregistrement, je suis complètement bloqué du coup. Donc, je vous ai donné un texte à écouter qui a dû s'avérer assez pénible, je pense, pour la plupart d'entre vous, pénible à saisir dans son intégralité. Et c'est pas grave, je ne vous demandais pas de saisir dans son intégralité. D'ailleurs, est-ce que je l'ai moi-même saisi dans son intégralité? C'est pas évident. Donc, pas de problème par rapport à ça. Je vais justement en profiter pour, un, répondre aux questions que je vous avais posées, éclaircir peut-être quelques points, faire quelques allers-retours, et puis moi, comme à mon habitude, eh bien, aller vers d'autres éléments dont le texte ne traite pas forcément, je rappelle, hein, le texte de Mona Chollet, l'extrait qui est tiré de, je ne sais pas, voilà, il ne faut absolument pas que je sois influenceur, chez soi. Donc, j'aimerais qu'on reprenne un petit peu tout ça et qu'on élargisse. Ce sera donc l'objet de la deuxième partie du cours. Et donc, comme d'habitude, je vous demande de prendre quelques notes sur les choses que je vais dire et si elles vous paraissent intéressantes, importantes. Parce que je précise tout de suite une dernière chose avant de commencer, c'est que, évidemment, ici, nous ne sommes pas au sens strict dans votre programme de première. J'ai pris la liberté de m'en écarter un petit peu dans la mesure où il nous reste 2 séances avant l'été et que les circonstances ont voulu que bon, je ne puisse pas véritablement aller bien plus loin dans ce que nous avions déjà traité et que je ne voulais pas démarrer non plus une nouvelle séquence que j'étais convaincu de ne pas achever. Alors, on y va immédiatement. Je vous avais posé 3 questions. La première, donc c'est un corrigé maintenant, hein, les premières minutes seront un corrigé. Pourquoi l'auteur apprécie-t-elle le thé? Alors, vous n'étiez pas obligé de citer le texte dans la mesure où vous ne l'aviez pas sous les yeux, puisque je vous l'avais lu. Hein, je vous l'avais lu d'ailleurs parce que je considérais que ça ferait un petit peu long si je vous avais donné tout le texte à lire. Ça aurait fait sûrement une dizaine de pages, donc c'était un peu beaucoup. Donc, pourquoi est-ce qu'elle aime le thé? Eh bien parce que, nous dit-elle, c'est une manière de s'ancrer dans une forme de temporalité. Pour le dire plus simplement, on prend son temps lorsqu'on fait du thé. Et ça, elle le dit. Alors, je vais retrouver l'endroit où elle en parle. Hein. Elle dit que le thé, pour moi, représente du temps à l'état liquide, chaud et parfumé. Hein, c'est cette idée que on prend le temps de le préparer, de le faire infuser et évidemment de le boire. Hein, c'est pas un verre d'eau, c'est pas un soda, c'est quelque chose qui nécessite, et encore plus probablement dans les cultures pas vraiment la culture française, on pourrait penser aux cultures asiatiques ou aux cultures anglo-saxonnes, hein, l'Angleterre en particulier, le thé c'est un vrai rituel. Et ici pour Mona Chollet c'est un moment un peu privilégié, un moment de détente, d'arrêt, d'interruption du temps quelque part. Ou si ce n'est d'interruption, en tout cas, il n'y a pas de parasite à ce moment-là, elle le savoure entièrement. Donc ça, c'était la première question. La deuxième, c'était un peu pour rire, parce que ça m'avait beaucoup amusé lorsque j'étais tombé dessus en lisant ce livre. Elle vous parle d'un terme japonais que je vais essayer de retrouver, alors qui s'appelle donc tsundoku. Et le tsundoku, c'est le fait, alors vous n'y êtes peut-être pas très familier, moi un petit peu plus peut-être. Le tsundoku, nous dit-elle, hein, c'est le fait d'acheter des livres et de ne pas les lire. C'est-à-dire cette espèce de soif inextinguible de savoir, de connaissance, et qui fait que, bah, comme elle nous le dit, à force d'en acheter, d'en acheter, d'en acheter, ça s'accumule et on se rend compte que si on fait à peu près le calcul du nombre d'heures que l'on peut consacrer à la lecture par jour et du nombre d'années qui nous restent à vivre, eh bien il est probable qu'on n'aura pas le temps de lire tous ces livres-là, à moins d'avoir une longévité exceptionnelle. À la limite, c'est un petit peu comme si je m'attelais aujourd'hui à relire tous les livres que j'ai chez moi. Est-ce que, alors que je suis quand même pas bien vieux, mais est-ce que avec le temps que j'ai aujourd'hui hein, pour consacrer le temps que j'ai à consacrer pardon à la lecture, est-ce que aujourd'hui je pourrais relire tout ce que j'ai déjà lu? Personnellement, je suis pas certain. J'espère que oui, parce que j'espère encore vivre quelques années, mais enfin, voilà, la question est posée. Donc c'est ça le tsundoku, si je le prononce bien, excusez mes notions assez rudimentaires en japonais. Et dernière question, pourquoi Xavier de Maistre n'est-il pas ennuyé par l'enfermement? Alors là, il nous l'explique lui-même. On l'a enfermé, donc pour une histoire, peu importe, hein, une histoire de duel, on l'a enfermé dans sa chambre pendant 42 jours, et il dit que cette sanction n'est rien finalement. Ils m'ont défendu de parcourir une ville, un point, mais ils m'ont laissé l'univers entier, l'immensité et l'éternité
sont à mes ordres. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, et on aura l'occasion sûrement de reparler de Xavier de Maistre, hein, ce que je vous ai lu, c'est extrait de ce livre, je vous en lirai le début dans un instant, si j'y pense. Ce qu'il faut bien voir ici, pour un penseur comme lui, c'est que finalement, il trouve une forme d'apaisement, de calme, dans cet enfermement salutaire, dans la mesure où il n'a pas besoin, à son âge, vu ses connaissances, vu ce qu'il a dans sa chambre aussi, hein. Peut-être que s'il était dans une cellule entièrement vide, ce serait un peu différent. Il a des livres, probablement, il a des lettres qu'il peut relire, et puis surtout, on a envie de dire, il a son palais intérieur, c'est-à-dire qu'il peut, grâce à ce qu'il a à l'esprit, grâce à son imagination, mais aussi à sa culture, eh bien, repenser aux choses, revoir les choses, les rêver d'une certaine façon, et en l'occurrence, pour cela, il n'a pas besoin de l'extérieur. Alors, ça pourrait apparaître comme peut-être un peu prétentieux de se dire finalement je n'ai pas besoin de l'extérieur. Ça pourrait aussi s'approcher peut-être d'une forme d'anachorète, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'enfermerait, qui est un reclus, si vous voulez. Mais ici, il faut y voir le côté positif, c'est-à-dire la capacité que l'on a finalement à se débrouiller seul et que peut-être, on en reparlera dans un instant, peut-être que la société a une tendance aussi à nous corrompre, et peut-être qu'en 2020, eh bien, on peut vraiment re-questionner ça un peu comme Xavier de Maistre, parce que finalement, on est peut-être, dans une certaine mesure, autosuffisant. Bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Alors évidemment, je ne l'ai pas lu encore, pour ne rien vous cacher, mais j'ai lu le début, donc je vous en ferai part. Je pense que la ressortie chez les libraires actuellement tient sans doute au fait, et d'ailleurs la réédition, puisque je vois deuxième trimestre 2020, ils ont de la suite dans les idées, c'est-à-dire qu'évidemment, juste après un confinement, ils ont dû se dire, tiens, ça devrait pas mal se vendre, ce bouquin du XVIIIe siècle, parce que c'est quand même du XVIIIe siècle, ça devrait intéresser les gens qui se sont quand même en mer des fermes, enfermés chez eux. Voilà. Alors, j'ai corrigé les questions. Maintenant, je vais essayer de... Vous connaissez ma capacité à parler beaucoup trop vite, donc je vais essayer de ralentir un petit peu pour aller dans ce que nous dit Mona Chollet, mais je ne vais pas suivre le texte maintenant. Vous l'avez écouté, vous en avez compris des bribes, et on a corrigé les questions sur lesquelles je voulais que vous vous penchiez. Donc, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que c'est un cours un petit peu hors programme, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à cette question abordée ici, d'abord du chez-soi, qui peut être donc l'appartement, la maison, et éventuellement, si on suit de Maistre, la chambre, hein, et puis aussi, surtout, la question du temps. Mais sans rentrer dans des problématiques hautement philosophiques, dans lesquelles je m'englurais certainement, étant une infâme brêle pour tout ce qui relève de la philosophie, il me semble quand même qu'avec un peu de bon sens, on peut réfléchir à ça. Et que pour vous, jeunes gens, ça peut aussi, et pour moi d'ailleurs, hein, accessoirement, ça peut aussi avoir du sens par rapport à ce qu'on fait de notre existence, comment on gère nos journées, comment on les occupe, et comment parfois justement on se fait occuper, un petit peu comme un territoire serait occupé par l'ennemi, comment on se fait occuper nos journées par d'autres choses, et finalement pas du tout par nous-mêmes. Donc, la première question, effectivement, elle l'aborde dans son texte, enfin la première question, c'est pas une question, le premier point, c'est de s'apercevoir que notre domicile, notre havre, éventuellement havre de paix, hein, pour reprendre la colocation bien entendu, pour ce havre est-il toujours déjà un havre de paix? C'est-à-dire que c'est peut-être un peu facile pour le petit bourgeois de dire que chez lui c'est très très agréable, etc. Typiquement pour moi, effectivement, je peux dire que chez moi c'est un havre de paix. Peut-être que si j'avais 14 ans et que je vivais avec 6 ou 7 frères et sœurs, plus dans 2 ou 3 pièces, peut-être que le havre de paix déjà serait un petit peu moins évident. Donc bien sûr, attention par rapport à ça, hein, ce que je vais dire, c'est pas forcément universel. Mais notre maison, notre lieu de résidence, et à plus forte raison lorsqu'on est adulte et qu'on l'a plus ou moins choisi, eh bien c'est un peu un lieu d'intimité. On est en droit d'accueillir qui on veut dedans, mais souvent, eh bien, c'est quand même l'endroit où on se retrouve, où on est relativement tranquille, où on ne va pas être agressé ou tout simplement ennuyé par l'extérieur, par les autres. On ferme la porte et puis ça y est, on est chez soi. D'ailleurs,
comme en témoignent les habitudes qu'on peut avoir, on rentre chez soi, on enlève ses chaussures, on traîne en pyjama, que sais-je encore, ce qu'on ne ferait pas, enfin pour le pyjama, il y a quand même quelques personnes aujourd'hui qui s'habillent en pyjama dans la rue, parce que c'est une mode, visiblement, mais disons que pour les gens qui ont reçu une éducation à peu près, eh bien on ne va pas sortir en pyjama hors de chez soi, on garde ça pour l'intimité. Donc c'est un lieu qui est censé un petit peu nous protéger du temps, nous protéger de la société, nous protéger du monde extérieur, hein, pour le dire très simplement. Donc, dans cet endroit-là, on peut se couper un petit peu de certaines réalités. Et justement, on va voir un petit peu comment on s'en coupe. Est-ce qu'on s'en coupe réellement? Est-ce que finalement, on n'est pas aujourd'hui, hein, bien plus qu'au XVIIIe ou au XIXe, est-ce qu'on n'est pas quand même toujours un petit peu happé par le monde extérieur grâce à tout un tas de technologies qui nous entourent? Mais je garde ça pour un petit peu après. Ce que Mona Chollet évoque, c'est, et elle en parle justement avec le thé, mais avec d'autres choses, parce que Mona Chollet, qui est une journaliste, qui est une écrivain, a quand même, il ne faut pas se mentir, hein, quand même évidemment, elle le reconnaît elle-même, un mode de vie relativement privilégié, c'est-à-dire qu'elle peut s'arrêter, elle peut rester chez elle, elle peut travailler depuis chez elle, dans le calme, sans urgence. Quand on écrit un livre de 400 pages, évidemment, on n'est pas dans l'urgence. On sait qu'on a du temps à consacrer à ce travail-là. C'est autre chose que de se lever tous les matins à 6 heures pour prendre les transports en commun et aller travailler à l'usine. C'est bien entendu, il ne s'agit pas de comparer l'incomparable. Mais quand même, on peut faire sienne un petit peu la sagesse que nous enseigne, peut-être un peu grandiloquent de parler de sagesse, mais que nous enseigne Mona Chollet. Apprendre à prendre le temps. Savoir, savourer les instants de répit que l'on a quand même, qu'on le veuille ou non. Mais que certains d'entre nous, et je dirais potentiellement moi le premier, hein, ne savons pas savourer exactement. Parce que même lorsqu'on est à l'arrêt, je ne suis pas en train de travailler, je n'ai pas forcément à travailler, eh bien on est sûrement quelques milliards à avoir de la peine à arrêter le temps, à arrêter le cerveau qui bouillonne et qui veut toujours nous entraîner de ci, de là. Et donc finalement, on ne profite jamais véritablement de la situation présente. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut penser. Et à la limite, j'ai envie de laisser un petit temps ici, c'est-à-dire pour réfléchir. Quand je parle trop, je pense que ça empêche qui que ce soit de réfléchir. Mais vous, comment utilisez-vous votre temps libre? C'est un peu moche d'ailleurs de dire temps libre. Ce serait dire qu'il y aura un temps libre et un temps prisonnier, mais on en reparlera de ça. Mais ce temps qui est véritablement à vous, comment est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous avez le sentiment de l'utiliser pleinement? Est-ce que vous avez le sentiment de vous retrouver vous-même? Ou est-ce que finalement, métaphoriquement, ce passage au miroir, seul face à soi-même, vous ne le rencontrez jamais? Et encore une fois, ce n'est pas un point de jugement, parce que je pense que si on me posait la question, peut-être que je pourrais dire, oui, à part les moments où je me parle tout seul, ou faisant conversation avec moi-même, j'ai peut-être l'impression d'être un peu dans l'introspection, de profiter de ce moment privilégié, mais enfin, est-ce que finalement le fait de parler avec moi-même, c'est pas encore une manière de combler un vide qui m'angoisse? Est-ce que donc je sais savourer ce vide, ce temps qui est à ma disposition? À vous de réfléchir à ça. C'est probablement ce qui m'intéresse le plus, hein, dans ce cours-là. Ce n'est pas du tout ce que moi je pense ou ce que je peux vous dire, c'est plutôt comment vous pouvez essayer de vous positionner, si j'ose dire, par rapport à ça, en sachant pertinemment que votre positionnement d'aujourd'hui ne sera très certainement pas celui de l'année prochaine ou de dans 10 ans. Et de même que votre positionnement d'aujourd'hui n'est probablement pas le même que celui d'il y a 15 ans, parce que peut-être que, probablement même, lorsqu'on est enfant, eh bien, on savoure davantage l'instant présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment plus agréable peut-être pour les enfants que ces instants un peu éphémères parfois, mais où on est transporté dans un jeu, par exemple, avec des camarades, et où à ce moment-là, on est clairement entré dans la fiction, on est vraiment le super-héros, on est vraiment le loup, je ne sais quoi, et on s'adonne entièrement à ce qu'on fait à ce moment-là, on en profite, on savoure ça, et puis il y a toujours ce moment atroce où un professeur, un parent, que sais-je, dit ah, bah, c'est l'heure de rentrer, c'est l'heure de s'arrêter, et là tout s'effondre, mais pendant les instants qui ont précédé, on était vraiment pleinement dans ce moment de pure joie, de pure satisfaction, et de joie pour soi-même, hein, véritablement. Donc,
Bah, allez, je vous lis peut-être ce petit passage, au moins voilà, où il y aura eu quelques extraits et pas simplement mon verbiage habituel. Donc au début de son texte, au chapitre 1, il expose un petit peu son projet, c'est-à-dire pourquoi il a mis en mots cette expérience. Non, je ne tiendrai plus mon livre in petto. In petto, ça veut dire en soi-même, hein, à l'intérieur de moi. Le voilà, messieurs, lisez. J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin me faisaient désirer de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Mon cœur éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux auxquels j'offre une ressource assurée contre l'ennui et un adoucissement aux maux qu'ils endurent. Le plaisir qu'on trouve à voyager dans sa chambre est à l'abri de la jalousie inquiète des hommes. Il est indépendant de la fortune. Est-il en effet d'être assez malheureux, assez abandonné pour n'avoir pas un réduit où il puisse se retirer et se cacher de tout le monde? Voilà tous les apprêts du voyage. Je suis sûr que tout homme sensé adoptera mon système, de quelque caractère qu'il puisse être, et quel que soit son tempérament. Qu'il soit avare ou prodigue, riche ou pauvre, jeune ou vieux, né sous la zone torride ou près du pôle, il peut voyager comme moi. Enfin, dans l'immense famille des hommes qui fourmillent sur la surface de la terre, il n'en est pas un seul, non, pas un seul, j'entends de ceux qui habitent des chambres, qui puisse, après avoir lu ce livre, refuser son appropriation, pardon, refuser son approbation à la nouvelle manière de voyager que j'introduis dans le monde. Alors, bon, on pourrait dire évidemment une sorte de captatio benevolentia ici, enfin en tout cas d'introduction, on pourrait dire qu'il se la raconte un petit peu, mon livre va changer votre vie, calmons-nous, mais ce qui est vrai, ce qu'il est en train de dire, c'est pas tellement le livre en lui-même, parce qu'il est extraordinaire, c'est le cheminement qui a été le mien. Pour vous prouver, cher lecteur, que, en fait, vous pouvez voyager intérieurement et que peut-être que vous n'avez pas besoin d'aller chercher à des milliers de kilomètres ce que vous avez sous les yeux. Alors, c'est amusant qu'il écrive ça au XVIIIe siècle, parce que là, évidemment, il parle de la chambre, mais aujourd'hui, pour des questions complètement différentes, qui ne sont pas du tout philosophiques ou que sais-je, mais qui sont par exemple environnementales, on se dit, ben, pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde des sensations, des paysages qu'on peut potentiellement trouver tout près de chez soi? Et évidemment, encore une fois, c'est pas innocent s'ils l'ont republié maintenant, pourquoi ne pas parvenir à profiter de ce qu'on a déjà, et de ce qu'on a en soi, et de ce qu'on a autour de soi? Encore une fois, en nuançant, tout le monde n'a pas forcément le même bagage pour pouvoir s'occuper. Mais on peut probablement tous le remplir petit à petit, ce bagage. Peut-être que certains ont un bagage déjà un peu plus fourni dès le début, peut-être que pour d'autres la valise est assez vide, mais enfin, libre à chacun de remplir cette valise. Au bout d'un moment, c'est la responsabilité de chacun aussi, c'est-à-dire que si on décide consciemment de laisser cette valise vide en ne s'intéressant qu'à des choses crétines, eh bien au bout d'un moment, c'est pas la faute de la société, c'est pas la faute de mon voisin, c'est pas la faute de mon prof, c'est ma faute, et puis c'est tout. Voilà, parce qu'il faut quand même pas rigoler avec ça. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Et effectivement, là aussi, si on prend quelques secondes pour réfléchir à ce qu'il nous dit, oui, on peut habiter le temps, on peut s'occuper soi-même, parce qu'on a, encore une fois, une bibliothèque mentale, un palais mental qui peut nous faire voyager assez facilement. Si vous faites le test, vous, je suis convaincu, et je serais très déçu si ce n'était pas le cas, que si vous preniez, si par exemple maintenant, parce que c'est déjà pénible cette histoire, vous mettiez pause sur cette vidéo et que vous disiez, bon, je mets un chronomètre sur mon portable de 5 minutes, et pendant 5 minutes, je vais m'exercer. Alors, je ne dis pas que vous allez y arriver, parce que les pensées ont tendance à toujours aller un petit peu ailleurs que ce qu'on voudrait, que là où on voudrait les mener, mais je vais essayer de penser à quelque chose qui a un souvenir, par exemple, joyeux. Quelque chose qui me met dans une situation de bonheur, de plaisir, de tranquillité, d'apaisement peut-être. Pour ne rien vous cacher, moi c'est quelque chose que je fais très souvent. Par exemple en me couchant, eh bien, il est très fréquent que j'imagine des choses qui pour moi, des endroits qui pour moi ont été synonymes d'une sorte de rêve, de béatitude. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, peut-être que c'est de l'illusion rétrospective, c'est-à-dire peut-être que j'imagine en mieux encore ce que j'ai vécu, mais je pense pas. Et
Ça m'aide pas forcément à dormir, mais disons que les quelques minutes où j'arrive à penser à ça, ben, je me sens plutôt bien. Et de fait, je n'ai pas forcément besoin de retourner dans cet endroit auquel je pense, et c'est une chance parce que c'est à 10 000 km d'ici, pour revivre un petit peu ces sensations-là. Mais ça nécessite une forme d'exercice. Pourquoi ça nécessite une forme d'exercice? Parce qu'on est tellement habitué aujourd'hui à être constamment sollicité qu'on a l'impression que notre imagination, c'est une sorte de vieille plaque de verre qui nous, je sais pas comment filer cette métaphore, à travers laquelle on ne pourrait rien voir, ou alors tellement transparente qu'elle en est finalement inutile, euh, et qu'on a besoin d'avoir des sons, d'avoir des mots, d'avoir des images, parce qu'aujourd'hui on est entouré de ça constamment. En réalité, notre cerveau, et ça se voit très très bien dans les rêves, puisque les rêves, ils nous envoient des trucs qui valent parfois bien mieux que n'importe quel film hollywoodien, euh, les rêves, ils sont capables de construire. Tout ça grâce à des choses que nous avons déjà enregistrées. Donc, il faut se dire que nous, on est aussi capable de prendre un temps et de se dire, tiens, quel est mon souvenir joyeux? À quoi puis-je penser pour me sentir bien quelques minutes? Donc, moi, je vous conseille, je pense que vous n'allez pas le faire parce que vous êtes des feignants, mais je vous conseille de mettre pause, vraiment, hein, de me faire taire, et de prendre ces quelques minutes pour réfléchir à ça. Moi, j'enchaîne, évidemment, hein, je ne vais pas faire 5 minutes de silence, ça pèse lourd dans la machine. Alors, j'enchaîne, et alors là, sans transition directe, sur une autre question, parce que Mona Chollet, elle l'aborde un petit peu dans une deuxième partie, que je vous ai lu aussi, hein, l'éléphant au milieu du couloir, le travail. Alors, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler ensemble. Je dis ça pour ceux qui suivent le cours de première. Si d'autres écoutent ce cours, eh bien, nous n'aurons pas forcément eu l'occasion d'en parler ensemble. Mais en même temps, vous allez voir, ça n'a rien de tout à fait révolutionnaire. La question du travail, elle est centrale. Elle est centrale ici pour Mona Chollet. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit par rapport à elle, son statut social et son milieu professionnel, qui font d'elle quand même plutôt une privilégiée. Mais le travail, on va dire pour la plupart d'entre nous, nous y sommes confrontés, hein, à moins d'être rentier, c'est-à-dire de ne pas avoir à travailler, parce que vous avez la chance d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche et d'avoir hérité d'un patrimoine familial considérable, vous mettant à l'abri de tout besoin pour les 2 millions d'années à venir. La plupart des gens travaillent. Et là, c'est là qu'il y a deux branches. Il y a des gens qui travaillent dans des milieux dans lesquels ils s'épanouissent, et il y a des gens qui travaillent dans des milieux où ils se détruisent petit à petit. Alors, très vite, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, les gens qui s'épanouissent dans leur travail. Et on peut dire qu'ici, le travail est nécessaire à l'homme avec un grand H, donc à l'humain, hein, pour ne pas faire de réflexion genrée. Le travail serait ici nécessaire à l'humain pour vivre dans la société, se sociabiliser, s'épanouir, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de métiers qui nous permettent de nous sentir mieux, plus intéressants, plus forts peut-être, plus intelligents, hein, parce qu'ils cultivent notre culture, ils cultivent notre intelligence, ils nous permettent de progresser. Certains métiers, pourquoi pas, dans une très petite mesure. Celui d'enseignant, par exemple, peut être en ça très stimulant, parce que si on prépare un cours, si on fait ce que je suis en train de faire là, eh bien, le fait de lire des choses pour vous, le fait de vous en parler, ça fait carburer mon intellect, et pour moi, c'est très satisfaisant. Le fait de, en revanche, devoir gueuler à longueur de journée sur un élève pour lui dire de se tenir comme ci, se tenir comme ça, c'est peut-être un peu moins stimulant, mais bon, ça peut passer. Évidemment, moi, je fais partie, de par ma fonction, des métiers plutôt favorisés. Hein. Je suis plutôt dans, j'ai même plutôt une existence agréable par rapport à d'autres gens qui se tueraient véritablement à la tâche, parce qu'il y a plein de métiers où c'est ça. C'est-à-dire la pénibilité, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, évidemment, ça compte énormément. Et là, on ne peut pas parler de travail épanouissant. Donc là, on va parler en revanche d'un travail qui va nous briser potentiellement, et de cette expression qui n'est pas de moi évidemment, perdre sa vie à la gagner. Aujourd'hui, mais probablement depuis toujours, l'impératif économique, l'impératif de gagner de l'argent, fait que pour beaucoup, et là clairement, sans avoir fait de recherche avant ce cours, à mon avis pour bien évidemment une majorité d'habitants de cette planète, pour beaucoup, on perd sa vie à la gagner parce que on a besoin de tant d'euros, de tant de dollars, de tant de choses pour pouvoir survivre.
Donc le travail devient la clé de la survie, non pas de l'épanouissement, non pas de la vie, mais bien de la survie. Donc, vous le savez, vous en avez entendu parler, vous êtes peut-être dans ce cas, je sais que certains, en tout cas, vous le faites déjà en étant en apprentissage par exemple, vous avez votre apprentissage et puis c'est pas rare de savoir que vous travaillez aussi le week-end ailleurs pour pouvoir gagner un peu plus et donc là, on est quand même plus proche de la survie que de l'épanouissement existentiel. Et ça, c'est quand même très important à garder à l'esprit. Je ne fais pas un cours révolutionnaire qui va vous dire « à bas le travail, vive la liberté, vivons d'amour et d'eau fraîche, ça ira très bien ». D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, j'ai créé un village associatif où on fait du troc et où tout le monde vit avec tout le monde s'aime et l'argent n'a pas cours. Non, comme en témoigne la bibliothèque que j'ai derrière moi, un livre coûtant une vingtaine d'euros, vous voyez le nombre qu'il y a là et c'est qu'une partie de la bibliothèque, vous imaginez bien qu'il a fallu que je casque à un moment donné pour les acheter, de même que ma cravate, que ma chemise, etc. Donc, bien sûr, je gagne de l'argent, j'en ai besoin, comme vous, comme la plupart des gens. Nous sommes d'accord. Mais la question, le problème ici, c'est lorsque le travail commence à m'asservir, c'est-à-dire que je ne peux plus m'en sortir, que je ne suis plus libre et que le travail prend toute la place dans ma vie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que donner péniblement 5 semaines de congés payés sur une année à quelqu'un qui travaille, c'est lui rendre sa liberté. C'est ce qu'on appellerait, dans un autre jargon, une liberté conditionnelle. C'est même éventuellement, plus exactement encore, je dirais une permission. Vous avez permission de prendre quelques jours ou quelques semaines pour ceux qui arrivent à ne pas prendre de vacances pendant toute l'année et à conserver jalousement 4 à 5 semaines, boum, par exemple sur l'été, où là, bon, vous avez l'impression de couper un peu. C'est vrai que 5 semaines, on commence à couper un peu. Mais quand on fait le ratio, donc, on passe le plus gros de son temps d'existence à travailler, à moins d'avoir une chance considérable, à savoir arriver à la retraite pas trop tard, en très très bonne santé, et parvenir, bon an mal an, à vivre en étant en pleine capacité de ses moyens, ou presque, jusqu'à peut-être 100 ans, hein, c'est à peu près ça, hein, si vous faites le calcul, si vous vivez jusqu'à 100 ans en très bonne santé, avec l'esprit qui marche encore et tout, vous commencez à arriver à un équilibre, c'est-à-dire que vous avez à peu près autant profité de votre temps que vous n'avez travaillé. Hein, puisqu'aujourd'hui, on parle d'à peu près une quarantaine d'années de travail. Donc, c'est quand même à prendre en considération. Encore une fois, le discours n'est pas de dire il ne faut pas travailler. Moi, si demain je ne travaille pas, je ne vis plus ici, il faut que je me trouve un pont ou que j'aille vivre chez je ne sais pas qui voudrait bien m'héberger. Donc, attention, bien évidemment, on ne peut pas s'en sortir. Mais la question, elle est de comment je peux essayer de retrouver, parce que j'essaie de ne pas perdre le fil quand même avec Mona Chollet, retrouver du temps, arriver à me couper de ce travail. Et il y a des gens qui le font très bien. Voilà, peut-être que mon cours est un peu à charge parce que c'est mon problème, je n'arrive pas moi à couper de mon travail. Mais peut-être que d'autres, très certainement, après leur journée de travail de disons 8 heures, peut-être qu'à la fin de ces 8 heures, très précisément, il y a une coupure nette qui s'opère et on va dire que vous avez, alors 8 heures, j'y crois pas trop, parce que vous avez pas, mais vous avez quelques heures entre la sortie du bureau, de l'usine, de je ne sais quoi, pour vous occuper pleinement de vous. J'espère qu'il y a des gens qui y arrivent. Il y a une forme de fatalité, c'est que les gens qui arrivent souvent le mieux à couper, ce sont les gens qui ont des enfants, parce que les enfants leur demandent de l'attention. Donc de fait, ils ne pensent pas au travail. Mais est-ce que s'occuper des enfants consiste à s'occuper de soi-même? Je ne réponds pas à la question, moi je réponds non. Mais, donc je réponds à la question, voilà. C'est une forme de prétérition, mais c'est très bien, hein, on peut s'épanouir en s'occupant de ses enfants. Mais ça n'est pas forcément non plus la liberté, c'est une nouvelle charge, c'est une nouvelle responsabilité. Donc je quitte une responsabilité au travail pour en avoir une nouvelle bien plus lourde en réalité, parce que s'occuper d'un enfant, c'est autrement plus de responsabilité que de savoir si j'ai mis les bons chiffres dans un tableau, parce qu'au pire, évidemment, je vais me faire engueuler, je vais me faire virer, mais en soi, on pourrait dire, on s'en fout complètement de ton entreprise, et oui, je me suis trompé dans le truc, il n'y a pas mort d'homme. Or, si j'oublie mon gamin de 1 an dans le bain, là, potentiellement, il peut y avoir quelque chose de tragique qui se passe, donc la responsabilité est bien plus grande. Mais encore une fois, voilà, est-ce que là, dans ce cas-là, j'arrive à m'occuper de moi-même, à me couper, à profiter véritablement du temps qu'il y a dans mon existence et dont je serais potentiellement le seul maître? Ça, c'est une question qui se pose. Et donc, justement,
il faut raisonner en cela, là aussi en s'observant. C'est-à-dire, on dit qu'on fait partie de la catégorie qui, en sortant du travail, parvient à se couper de ce travail, c'est-à-dire à l'oublier, à le mettre dans un coin jusqu'au lendemain, un petit peu à l'image de ce cartable qu'on aurait en entrant chez soi. Voilà, on rentre du travail, on pose le cartable et on n'y touche pas jusqu'au lendemain matin, ou potentiellement par exemple jusqu'à la fin du week-end, le lundi matin, au moment où on le reprend. Là, on pourrait dire que c'est une métaphore ici, ce cartable, mais elle est tout à fait valable. Là, ok, on a posé ça et on n'en parle pas. Pour aller dans l'inverse de cette métaphore, eh ben, il y a des gens comme moi qui vont triturer ce cartable, l'ouvrir, le refermer, prendre un truc, le remettre, tout le week-end durant. Donc ici déjà, il y a bien la preuve que la coupure ne se fait pas. Bien, que je ne perds pas le fil. Donc, je pose ce cartable. Tac, je suis chez moi, je suis maître de mon temps. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Alors, je vais avoir envie de me divertir. J'ai eu une journée pénible, on m'a cassé les pieds, j'ai eu une embrouille avec un chef, avec un collègue, que sais-je encore. Je vais vouloir me détendre. Il n'y a pas de mauvaise manière de se détendre. Franchement, là, je ne ferai jamais de morale là-dessus. Surtout que je suis un très mauvais exemple, puisque, comme beaucoup, je vais me mettre devant Netflix. Soyons très clairs là-dessus. Ou OCS, ou un film, ou ma tablette et YouTube. Bon. À partir de là, je vais penser à autre chose. Potentiellement, je vais penser à ce que je vois. Mais je suis peut-être aussi en train finalement, par crainte du vide, de remplir ce vide, plutôt que de profiter de ce temps. Alors, vous allez me dire, bon, en même temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rester comme un gland à ma table, comme ça, à me dire, ah, ça y est, je profite bien du temps, je vais rester comme ça pendant 2 heures en méditation, parce que le prof l'a dit, et que c'est quand même vachement mieux que de regarder une série hyper bien sur Netflix. Non, il y a des séries très très bien, c'est de la culture et c'est pas du divertissement qui appauvrit l'esprit, hein. C'est quelque chose qui peut être divertissant et en même temps nous produire chez nous des réactions, des sentiments, donc participer à l'élaboration de notre intellect et de notre culture. Pas de problème là-dessus. Néanmoins, on est bien d'accord pour dire qu'on ne regarde pas toujours des choses intéressantes, intelligentes, qui font carburer mon cerveau. Il y a cette expression qui voudrait qu'on débranche le cerveau. Pourquoi est-ce qu'il faudrait débrancher le cerveau? Je ne crois pas véritablement qu'il y ait de potentiel, à moins d'avoir une vraie maladie, et ne plus avoir, je ne sais pas, perdre complètement son liquide céphalorachidien, je ne pense pas qu'il puisse y avoir véritablement une surchauffe du cerveau. Autant, probablement musculaire, si j'ai pas l'habitude de courir et que je me dis je vais courir 250 km, il y a moyen que je décède, autant la surchauffe du cerveau, non, c'est qu'on en a marre potentiellement, mais par exemple quand on fait quelque chose qui nous intéresse beaucoup, eh bien on peut travailler des heures, des heures, des heures sans se rendre compte du temps qui passe, et le cerveau il n'est pas en train de dire help, help, il faut arrêter, j'en ai marre. Non, on trouve des ressources. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait débrancher le cerveau? Est-ce que là c'est pas un renoncement finalement à tout ce qu'on pourrait faire, si je reviens au début du cours, grâce à notre cerveau? Penser à d'autres choses. Mais aussi parce qu'on ne vit pas tous forcément seuls, pourquoi est-ce que ce ne serait pas le moment aussi de la conversation? La conversation avec notre partenaire, par exemple, partenaire, notre femme, notre mari, notre compagnon, notre compagne, nos enfants potentiellement. C'est-à-dire que là aussi, je vais paraître un peu moralisateur, moi j'ai pas d'enfants donc c'est facile de dire ça, mais peut-être que plutôt que de les mettre directement devant la télé, histoire qu'ils nous cassent pas trop les pieds, peut-être que si j'ai une conversation, si je joue avec cet enfant, donc là on est bien d'accord pour dire que ça me prend du temps, hein, sur mon temps personnel, mais peut-être que j'ai plus de chances d'avoir un enfant un peu épanoui et pas trop débile plus tard. Parce que je pense que statistiquement, les gamins qui ont été biberonnés à la télévision toute leur enfance deviennent quand même, dans la grande majorité, des tocards, pardonnez-moi l'expression, mais c'est en tout cas, je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc, peut-être que en agissant ainsi, en utilisant mon cerveau à des buts éducatifs, pédagogiques, didactiques, j'en sais rien, peut-être que j'utilise au mieux mon temps. Je pense que j'en ai largué la moitié, donc je vais essayer de revenir sur des choses un peu plus concrètes. C'est pas grave si là pendant 10 minutes vous avez flotté un peu, je suis peut-être allé un petit peu vite ou un petit peu loin, ou peut-être que j'ai dit des bêtises. Une chose importante, parce que ça va vous parler, et ça me parle à moi, ça va vous parler à vous. Nous avons donc tous aujourd'hui un certain nombre d'outils de communication qui nous empêchent d'être véritablement tranquilles. Encore une fois, afin de ne stigmatiser personne, je vais prendre mon propre exemple, sachant que
contrairement à beaucoup, j'ai déjà un certain âge, je ne suis pas la personne la plus connectée du monde. Mais quand même, je me débrouille, et je me débrouille parce que je calcule ça en fonction du taux de nocivité de ma connexion. Je m'en rends bien compte. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même, ces temps-ci, et probablement depuis quelques années, une très fâcheuse tendance à passer, je pense, l'équivalent de plusieurs heures sur mon téléphone portable. Plusieurs heures par jour. On va rentrer dans le téléphone portable, la tablette et l'ordinateur. C'est-à-dire plusieurs dizaines de minutes, ou plusieurs heures dans le pire des cas, à être sur un écran, pour le travail, le plus souvent, à être sur les mails, à être sur tel ou tel site sur lesquels j'ai besoin de consulter quelque chose, à être sur des sites sur lesquels je n'ai absolument pas besoin de consulter, mais où, un peu comme quelqu'un qui aurait été privé de cerveau, je regarde les choses de façon hypnotisée, à répondre à les coups de téléphone, pas trop, à répondre à des SMS, à en écrire davantage, et évidemment, la cerise sur le gâteau, l'anéantissement total de l'intelligence et du temps, pour le coup, à perdre mon temps à scroller, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Je suis, et je le dis encore une fois pour que tout le monde se sente à l'aise de se retrouver dans ce portrait ou pas, je suis l'archétype de celui qui va se connecter 250 fois pour une minute ou deux sur un réseau social quelconque, en sachant en plus pertinemment qu'il ne va rien y trouver de plus que 4 minutes auparavant, que tout ce qu'il va trouver va ou bien l'énerver ou bien le navrer, mais par une espèce de conditionnement épouvantable, je vais reproduire cette opération un certain nombre de fois dans la journée, et je pense que je mens pas si je dis, disons, allez, une quarantaine de fois dans la journée. 40 fois, je vais me connecter à ce réseau social pour quelques secondes, quelques minutes. Pourquoi ? Comme si j'attendais que quelque chose d'extraordinaire vienne bousculer le quotidien un peu plan-plan, un peu navrant peut-être de mon existence. Comme si, je ne sais pas, mon idole allait m'écrire sur ce réseau social, alors qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Ici, je perds mon temps, mais j'ai l'impression d'utiliser ce temps-là. Je ne sais pas si je suis plus clair ici. Sans doute que non. Mais maintenant, examinez-vous votre comportement par rapport à ça. Bien sûr que c'est un moyen de communication. J'ai besoin d'écrire à quelqu'un, je peux lui écrire grâce à ce réseau social. Au départ, c'est l'objectif. Mais, qu'est-ce que je deviens lorsque tous les instants où je pourrais me retrouver un peu avec moi-même, où je pourrais souffler, où je pourrais penser, où je pourrais méditer, où tout simplement je pourrais fermer les yeux et prendre 1 ou 2 minutes pour respirer et m'apaiser. Pourquoi est-ce que je consacre ce temps-là à mon téléphone, à des amis inconnus pour la plupart, soyons quand même très clairs là-dessus, hein, quand on a 500 ou 10 000 amis, 10 000 c'est pas possible, mais enfin bon, bref, ou des millions de followers, ou je ne sais quoi, évidemment, vous ne connaissez pas ces gens-là, vous ne pouvez pas considérer que ce sont vos amis. Donc, pourquoi est-ce que je perds ce temps précieux dans mon existence, dans ma journée, à ça? C'est une question, je n'ai pas la réponse. J'aimerais que vous l'ayez, la réponse. Et puis, autre chose encore, dont je crois vous avoir déjà parlé, la question des réseaux sociaux, elle a un impact aussi sur, non pas simplement les moments où j'ai rien à faire et où donc je perds mon temps, ma vie, à regarder des conneries, celles des autres en l'occurrence, mais elle a aussi une incidence, ces réseaux ont aussi une incidence terrible sur le moment présent. C'est-à-dire le moment présent, le moment durant lequel je vis quelque chose. Je m'explique rapidement. J'ai déjà dû vous prendre cet exemple parce que j'en ai été le triste témoin d'une visite au Louvre, et pour ne rien vous cacher, à mon grand âge, c'était la première fois que j'y allais, et donc je tombe sur, évidemment, le tableau le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, la Joconde de Vinci. Évidemment, comme c'est le tableau le plus célèbre de l'humanité, je ne suis pas le seul à vouloir aller le voir. Bon. Donc il y a des dizaines, peut-être même une centaine de personnes agglutinées devant cette petite toile insignifiante. Moi je regarde, c'est vrai que comme en tant que midinette un peu, ça me fait quelque chose, voilà, c'est un peu puéril, c'est un peu naze, mais disons que c'est vrai que ça m'émeut un petit peu de voir ce tableau que j'ai vu des milliards de fois reproduit, mais c'est la première fois que je le vois, j'ai l'impression de toucher les siècles qui sont passés, enfin bon, voilà, c'est assez bouleversant, c'est assez naze, hein, mais c'est comme ça, bon, peu importe. Le fait est que, qu'est-ce que je vois, et ça certains me voient venir, je vois tout un tas de gens qui, alors que moi je regarde le tableau, tout à fait bêtement, naïvement, je vois des gens qui me regardent moi. Alors évidemment, ils ne me regardent pas moi parce que je suis très beau, non, ils regardent dans ma direction. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont en train, donc, avec leur téléphone, de faire ce fameux, j'ai oublié le mot, comme dit-on, vous savez, ça y est, le terme m'échappe, ils se prennent en photo, hein, ils se font un selfie d'eux-mêmes avec la Joconde. Donc, de la toile la plus célèbre de l'humanité, d'une toile qui a traversé les siècles, et de leur misérable petite personne qui ne traversera pas les siècles, soyons-en bien convaincus. Donc, le problème n'est pas ces gens est peut-être très intéressant au demeurant. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que dans un instant où on pourrait vivre son instant pour soi, véritablement, ou éventuellement avec les gens avec lesquels nous sommes, eh bien, on ne peut pas, pour beaucoup, parce que vous le voyez constamment, c'est pas valable que devant la Joconde au Louvre, on ne peut pas profiter de cet instant, on est déjà obligé de penser à l'instant d'après, et en l'occurrence à quelque chose d'une vanité suprême, et ça vous le savez, je le sais aussi, je suis loin d'être exempt de vanité, c'est je vais publier ça sur un réseau social et j'attends donc un certain nombre de likes, j'attends donc un certain nombre de commentaires laudatifs, c'est-à-dire positifs. Waouh, tu es trop belle, tu es trop beau, tu es trop ci, tu es trop ça, quelle chance as-tu d'être là, je ne savais pas que tu étais à Paris, que tu étais en France, etc., etc. Donc c'est encore une façon, alors qu'on est devant ce tableau, de dire regardez-moi, j'existe. Ne m'oubliez pas, je suis là. Et donc à ce moment-là, on ne vit plus pour soi, on ne vit plus pour l'instant, on ne vit même plus pour cette peinture pour laquelle on a payé quand même un droit d'entrée dans ce musée. Non, on vit pour les autres, pour le regard des autres, et pire encore, pour l'avis que les autres vont se faire de nous. Et ça, c'est quand même extrêmement dangereux. Encore une fois, je juge, mais je ne peux pas critiquer complètement, parce que moi aussi, j'ai publié des choses sur les réseaux sociaux, et moi aussi, j'allais voir régulièrement s'il y avait des petites clochettes ou des petits machins qui sonnaient pour savoir si les gens avaient fait des commentaires. Et moi aussi, j'étais satisfait si on me disait quelque chose de gentil, parce que je suis humain, malgré tout. Ça ne m'empêche pas d'avoir en revanche le recul nécessaire aujourd'hui pour me dire que j'ai quand même aussi un petit peu honte d'être dans l'attente de ça. Alors voilà, je ne sais pas ce qui est le plus sain, d'avoir honte, mais de le faire quand même, dans des proportions quand même très très limitées en ce qui me concerne, ou de ne pas avoir honte et de se sentir gratifié de ça. Là encore, c'est une question que je pose et je n'ai pas la réponse. Mais voyez bien comment, en fin de compte, à travers ce médium, qui est le réseau social, comme à limite à travers, et je vais en parler dans une seconde, c'est un autre exemple, à travers l'œilleton d'une caméra ou d'un appareil photo, comment finalement on se met à sélectionner un peu le réel et déjà à penser à l'après et plus au pendant. J'en veux pour preuve un autre exemple tout à fait personnel, tiré de mon expérience, et ça n'a pas été, je ne m'en suis pas aperçu immédiatement, mais là aussi vous pouvez sûrement faire un parallèle avec des choses que vous avez pu vivre. Lorsque j'ai fait ce que je considère encore aujourd'hui comme étant mon plus beau voyage, c'est-à-dire en Tanzanie, en Afrique, j'y étais allé pour faire des photos. Et je me suis aperçu rétrospectivement que j'avais passé finalement le plus clair de mon temps dans le 4x4, au travers des paysages qui me semblent être les plus beaux paysages de la galaxie. J'ai sûrement passé plus de temps l'œil dans l'œilleton de mon réflexe, de mon appareil photo, que finalement les deux yeux sur l'immensité de ce paysage, sur l'immensité de ce territoire. Et donc, on pourrait me dire, et ce serait très juste, est-ce que tu n'as pas l'impression finalement de ne pas avoir profité de ces moments exceptionnels que probablement tu ne revivras plus jamais, parce que tout simplement tu as voulu les figer, non pas dans ton esprit, mais sur une disquette, voilà, c'est tellement années 90, sur une carte SD, pour faire des photos, tout ça pour pouvoir les rapporter chez toi, les imprimer, les mettre dans ton album que tu vas sporadiquement consulter. Est-ce que finalement, pour avoir des souvenirs concrets, imprimés sur papier, tu ne t'es pas privé de souvenirs qui sont intérieurs? Bon, j'ai quand même profité de moments où je n'avais pas l'œil dans la caméra, mais c'est quand même une question qu'on peut se poser. Et cette question du selfie, cette question qui consiste à toujours tout photographier, et à plus forte raison, parce que la photographie, ça fait quand même un moment que ça existe, et je pense que moi j'aime énormément la photographie, je pense que c'est une manière de figer aussi des choses, parce qu'on en a besoin, on a toujours eu besoin des images, que ce soit des dessins, que ce soit des photos, que ce soit des films ensuite. Donc moi j'y crois beaucoup, mais ça, à la limite, j'ai envie de dire que ça fait partie de mon palais personnel et intime, parce que tout le monde n'a pas accès à mes photos, qu'elles soient sur mon ordinateur ou imprimées. Et y ont accès simplement les gens
à qui je donne cet accès. Quelqu'un qui vient chez moi, en qui j'ai confiance, je peux tranquillement lui dire « Regarde mes albums photos ». Tu as le droit de pénétrer cette intimité-là parce que j'ai confiance en toi. Or, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec tout ce que je peux mettre sur des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est ce que je fais là. Hein, bon, certes, dans un but pédagogique, mais en réalité, je me montre à qui veut. C'est-à-dire qu'à cause des vidéos que je mets dans le but de vous faire court, potentiellement, n'importe qui dans le monde, bien que ça intéresse à mon avis personne, mais n'importe qui dans le monde peut déjà identifier un certain nombre de choses me concernant, outre ma trombine, un certain nombre de choses qui sont sur cette bibliothèque. Si, je ne sais pas, si on peut zoomer correctement, peut-être même savoir ce que je lis. Donc ici, c'est pas du tout de la vanité pour le coup, mais c'est presque un danger en ce qui me concerne. Mais là, je m'éloigne. Mais voyez, pensez comment, que ce soit le selfie, que ce soit cette histoire de Tanzanie, comment est-ce que finalement, et j'essaie de rester toujours proche du livre que vous avez écouté, comment est-ce que finalement on est toujours en train d'essayer de remplir quelque chose, de remplir un vide, alors qu'en fait, on n'est pas vide à l'intérieur, on a toujours des choses à faire. Et peut-être, peut-être que le confinement a eu cette vertu chez certains d'entre nous, c'est nous rendre compte, c'est nous permettre de nous rendre compte que on arrivait déjà à vivre un peu sans les autres, de temps en temps, même si je pense que les autres sont véritablement nécessaires à notre épanouissement personnel. Les autres choisis, évidemment, parce que tous les autres ne m'intéressent pas, soyons très clairs, mais il y a cette dimension-là, on est capable de vivre sans les autres, et puis on est probablement capable aussi de vivre sans un certain nombre de divertissements. Sortir, aller dans les bars, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au centre commercial pour s'occuper. Il y a tout un tas de choses finalement, et plus important encore, aller tous les jours au travail, on s'aperçoit que, bien sûr, on a travaillé à distance pour la plupart des gens qui ont pu se le permettre. Peut-être que pour beaucoup, on a travaillé davantage, mais peut-être aussi que pour certains, on a travaillé un peu moins, parce qu'on est parvenu à gérer notre temps autrement, qu'on a été aussi moins sollicité, moins embêté, et que donc finalement, un travail, on est parvenu à le faire en tant d'heures, alors qu'en temps normal, on le faisait en plus d'heures que cela. Et donc peut-être qu'on a retrouvé son soi personnel. Peut-être qu'on est arrivé à s'inscrire un peu plus dans le temps. Peut-être que pour certains, ça passe par des choses comme ça, étant moins esclaves des horaires de bureau, eh bien peut-être que certains se sont couchés un peu plus tard parce que leur métabolisme, leur manière d'être préfèrent se coucher un peu plus tard pour se lever un peu plus tard sans être pour autant inactifs. Mais évidemment, si vous êtes obligé de vous lever à 5h30 du matin, même si vous préférez le soir, eh bien, vous vous couchez quand même de bonne heure. Parce que si vous vous couchez à 2h du matin pour vous lever à 5h30, ça risque de piquer un peu. Voilà. Et donc peut-être que les gens se sont retrouvés face à un autre rythme, un petit peu, un rythme qui est plus personnel et qui est moins imposé par la société. Et à la limite, je vais finir par cette chose bucolique, eh bien, beaucoup d'animaux ont retrouvé aussi leur rythme. Chez moi, je n'ai jamais autant entendu que pendant le confinement et, par chance encore maintenant, les oiseaux. Les oiseaux se sont réappropriés l'extérieur et pourtant je n'ai pas la chance de vivre à la campagne, je vis en ville et parce qu'il y a une dizaine d'arbres près de chez moi, eh bien, les oiseaux sont venus massivement. Et donc, tous les matins, vers 5 heures, je me réveillais avec leur chant, et ça a été, là aussi, c'est la minute mièvre, mais ça a été les instants peut-être les plus agréables de toutes ces journées. Donc, cette question du temps, je ne sais pas si mon cours, très décousu, comme souvent, mon cours vous aura parlé, vous aura évoquer un certain nombre de choses, je l'espère, parce que sinon j'ai encore perdu 50 minutes, et vous aussi surtout. Mais voilà, j'aimerais que vous me renvoyiez quelques notes là-dessus, mais à la limite, les notes importent moins que votre réflexion. Je veux quelque chose, évidemment, mais plutôt que des notes, ça peut être votre réflexion sur ce que je vous ai dit, sur ce que je vous ai lu, sur le temps, sur comment habiter le temps, sur comment regagner un peu de liberté chez nous tous. Voilà. Et puis surtout, le plus important, c'est que même si vous avez retenu peut-être qu'une minute de cette longue logorée, eh bien, si ça a pu vous faire ouvrir vaguement un œil sur la situation et vous dire « Oh, tiens, c'est pas tout à fait idiot », bon, disons que j'aurais gagné le pari, puisque je pense que la plupart du temps, sur mes cours, il y a 90% de déchets et 10% d'un peu sensé. Donc déjà, s'il y a 10%, ce ne sera pas si mal. Je vous laisse là, et puis la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour notre dernier cours de l'année. Voilà, donc on ne va pas sortir les mouchoirs tout de suite. Je vous souhaite une bonne fin de journée.